Le soleil de septembre accrochait ses dernières lueurs chaudes au creux de la vallée, dorant les feuilles de vigne. Je me tenais à la lisière de mon vignoble, quelque part dans le Bordelais, observant les ombres s'étirer entre les rangs. Le murmure du feuillage dans la brise du soir était la seule musique. Ce paysage, ce calme, cette paix, c'était ce que Martine et moi avions mis 43 ans à bâtir. Les ceps ployaient sous le poids des grappes de merlot, presque prêtes pour les vendanges. Dans 2 semaines, les saisonniers arriveraient. Dans 1 mois, le pressage commencerait. Une routine immuable depuis 4 décennies. Même si Martine était partie depuis 3 ans maintenant, je continuais de parcourir les allées chaque soir, inspectant les grappes, tâtant la souplesse des grains, l'imaginant à mes côtés, comme avant. Son rêve avait été de prendre sa retraite ici, de faire du vin avec nos propres raisins, de regarder les saisons défiler depuis notre terrasse. Nous avions économisé chaque euro de ma carrière d'ingénieur en génie civil. Nous avions acheté cette parcelle de 15 hectares quand la terre était encore abordable. Nous avions planté nos premières vignes de nos propres mains, tout en travaillant encore à plein temps à Paris. Elle n'a jamais pu voir notre premier millésime commercialisé. Un cancer l'a emporté l'hiver précédant la mise en bouteille. Mais je suis resté. J'ai pris une retraite anticipée et je me suis installé dans la maison que nous avions construite ensemble. J'ai appris le métier de vigneron sur le tas. J'ai engagé un œnologue, ouvert un caveau de dégustation. Le domaine de Bellevue. C'est Martine qui avait choisi le nom. Et la vue, en effet, était magnifique. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le sortir. « Daniel, c'est Lucas. » La voix de mon gendre. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 mois. Pas depuis ce dîner gênant pour la fête des pères, où il avait à peine levé les yeux de son écran. Lucas et ma fille, Émilie, étaient mariés depuis 6 ans. Il travaillait dans la tech, un truc avec les crypto-monnaies et la blockchain qu'il avait essayé de m'expliquer plus d'1 fois. J'avais arrêté de poser des questions. « Lucas, comment vas-tu ?»« Bien, bien. Écoute, je t'appelle parce que j'ai une idée à te soumettre. Une opportunité, en fait. » J'ai attendu. Lucas avait toujours des opportunités. Mon entreprise est à un tournant. On est sur le point de boucler une levée de fonds de série B, 18 millions d'euros, et on doit montrer aux investisseurs qu'on est vraiment impliqué. Qu'on a des garanties, tu sais, des actifs réels. Je vois. Et je me disais, ton vignoble serait parfait. On aurait juste besoin de mettre une hypothèque dessus. C'est totalement temporaire, juste pour montrer qu'on est sérieux. Ça ne te coûterait pas 1 centime. Une fois les fonds débloqués, on lève l'hypothèque. 30 jours maximum. Le soleil avait disparu derrière les collines. La température chutait. J'ai regardé un faucon tournoyer au-dessus du pré, chassant dans la lumière déclinante. Tu veux utiliser mon domaine comme garantie pour ton entreprise? Une levée de fonds, pas un prêt, c'est très différent. Et ce n'est pas que mon entreprise. Émilie est associée maintenant. Ça pourrait la mettre à l'abri pour le reste de sa vie, Daniel. Vous mettre à l'abri tous les deux. Quand ça va décoller, on parle d'un patrimoine qui se transmettra sur des générations. Lucas, j'apprécie que tu penses à moi, mais c'est l'héritage de Martine. Je ne peux pas le mettre en péril. En péril? Son rire était sec. Daniel, il n'y a aucun risque. C'est quasiment fait. Les investisseurs sont déjà engagés. On a juste besoin de montrer qu'on a des actifs. C'est une formalité. Alors utilisez vos propres actifs. On a tout mis. La maison, nos comptes d'épargne, tout. Mais ils veulent voir plus. Ils veulent voir un engagement familial. Je crois en toi, Lucas, mais je ne peux pas mettre le vignoble en jeu. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? J'ai fermé les yeux. La conversation prenait la tournure que je redoutais. Les deux. Silence au bout du fil. Émilie va être vraiment déçue de l'apprendre. Je parlerai à Émilie. Oui, tu devrais, parce qu'elle comptait là-dessus, Daniel. On comptait tous les deux là-dessus. On pensait que la famille, c'était se soutenir, surtout quand ça compte le plus. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, dans le vignoble qui s'assombrissait, le téléphone encore à la main,
et j'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la peur, non. Plutôt une sorte de lucidité. J'avais déjà entendu ce ton, des années auparavant, dans des négociations, quand quelqu'un pensait avoir un moyen de pression qu'il n'avait pas. J'ai appelé Émilie ce soir-là. Pas de réponse. Je lui ai laissé un message simple. « Ma chérie, ton mari m'a appelé. J'aimerais te parler. Appelle-moi quand tu pourras. » Elle m'a répondu par SMS 2 heures plus tard. « Semaine chargée, on se parle dimanche. » Dimanche, c'était dans 4 jours. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture jusqu'à Libourne pour voir mon avocate, Maître Dubois. Nous nous connaissions depuis 20 ans, depuis l'achat de la propriété. Elle avait rédigé le testament de Martine, puis le mien, et m'avait aidé à monter la structure juridique du domaine. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil franc, c'était bien elle. Son cabinet donnait sur la Dordogne. L'eau était d'un bleu saphir. Elle nous a servi 2 cafés et a écouté, sans m'interrompre. « Ne faites pas ça, dit-elle avant même que j'ai fini. Daniel, je ne peux pas être plus clair. Ne mettez jamais votre propriété en garantie pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Peu importe que ce soit votre gendre ou le président de la République. » Ce n'était pas mon intention, mais je voulais comprendre ce que je refuse exactement. Vous refusez de risquer tout ce que Martine et vous avez construit. Voilà ce que vous refusez. Elle afficha quelque chose sur son ordinateur. Les startups de la tech, surtout celles liées aux crypto-monnaies, ont un taux d'échec de 90%. Même si Lucas croit sincèrement en son projet, les probabilités sont contre lui. Et si ça échoue, les investisseurs se retourneront contre la garantie, c'est-à-dire votre vignoble. Je pourrais le perdre? Absolument. C'est ça, une garantie. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas une formalité. C'est un droit légal sur votre bien. Je le savais, bien sûr, mais l'entendre de sa bouche le rendait bien réel. « Et s'il utilise Émilie pour me convaincre ?» ai-je demandé. L'expression de mon avocate changea. « Est-ce le genre d'homme à faire ça ?» Je ne sais pas. Il a dit qu'elle serait déçue. « Alors préparez-vous à ce qu'elle vous le demande elle-même. Et Daniel, si elle le fait, votre réponse doit rester la même. Parce que si vous acceptez pour des raisons affectives, vous risquez de tout perdre pour des raisons affectives. Martine n'aurait pas voulu ça. Elle avait raison. Martine n'aurait jamais voulu ça. Émilie m'a appelé le samedi soir. J'étais sur la terrasse avec un verre de notre Merlot 2019 à regarder les étoiles apparaître. « Papa, il faut qu'on parle de la proposition du cas. »« D'accord. Il a dit que tu avais refusé. » »« C'est exact. »« Pourquoi ?» Sa voix était maîtrisée. Émilie était avocate en droit des sociétés dans un grand cabinet à Paris. Elle savait négocier. Parce que c'est un risque trop grand pour un bien qui compte trop pour moi. Ce n'est pas risqué, papa. J'ai vu le business plan. Cette entreprise va réussir. La technologie est révolutionnaire. Alors les investisseurs devraient être ravis de financer ça sans garantie supplémentaire. Ils financent. Ils veulent juste voir qu'on est engagé, qu'on a quelque chose de concret en jeu. Vous avez votre maison, vos économies, c'est concret. Ce n'est pas assez. Ils veulent voir le soutien de la famille. Un engagement multigénérationnel. Ça montre qu'on est tous solidaires. Je pris une gorgée de vin. Il était bon. Nous avions bien travaillé, Martine et moi. Émilie, je t'aime, mais je ne peux pas risquer le domaine. Tu veux dire que tu ne veux pas? La réponse est la même. C'est vraiment décevant, papa. Lucas et moi, on essaie de construire quelque chose. On pensait que tu voudrais nous aider. Aider ta fille unique, la voilà. La pression affective. Je veux t'aider, mais pas comme ça. Alors comment? On a tout mis dans cette entreprise, nos économies, nos crédits. Si tu ne nous soutiens pas maintenant, alors je ne sais pas quel genre de relation nous allons avoir à l'avenir. Ma main se crispa sur mon verre. Tu es en train de dire que si je ne mets pas le vignoble en garantie, tu vas couper les ponts? Je dis que j'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi. On est une famille. Ta mère et moi avons passé 43 ans à bâtir cet endroit. On s'est privé de vacances, on a roulé dans de vieilles voitures. On a vécu dans un minuscule appartement pour pouvoir économiser pour ce rêve. Je ne peux pas le risquer, Émilie, pour personne. Mais ce n'est pas un risque. Mon Dieu, pourquoi tu ne veux pas écouter? C'est une affaire en or.
Ça n'existe pas, les affaires en or. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je dois y aller. Elle a raccroché. Je suis resté assis, le téléphone sur les genoux, à contempler les silhouettes sombres des vignes, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. 2 semaines passèrent, silence radio. Les vendanges sont arrivées, les saisonniers, les cuves, le pressage. Le travail était physique, épuisant, familier. Il m'occupait l'esprit. Le soir, je me demandais si je n'étais pas trop têtu. Puis, un mardi après-midi, le 4x4 de Lucas s'est garé dans mon allée. J'étais au caveau avec Sarah, mon œnologue. J'ai vu Lucas sortir, suivi de 2 hommes en costume 3 pièces, chaussures italiennes, montres de luxe. Des avocats ou des banquiers d'affaires. « Tu veux que je reste ?» m'a demandé Sarah. « Non, ça va aller. » Je suis sorti à leur rencontre. Lucas arborait son sourire commercial. « Daniel, content de te voir. Je te présente mes associés, Richard Lemoine et Marc Weber. » Nous nous sommes serrés la main. Richard avait une poigne de fer et des yeux froids. Marc m'a à peine effleuré la main, son regard déjà en train d'expertiser le vignoble, la maison, le caveau. « Magnifique propriété, » dit Richard. « Lucas nous en a beaucoup parlé. Des vignes de 4e génération, c'est bien ça ? » « 1re génération. Ma femme et moi les avons plantées. C'est encore plus impressionnant, bâtir quelque chose à partir de rien. C'est cet esprit que nous recherchons. » Lucas s'éclaircit la voix. « Je voulais que Richard et Marc voient la propriété. Je me suis dit que si tu comprenais l'ampleur de l'opportunité, tu pourrais peut-être reconsidérer. » Ma position n'a pas changé. On peut au moins leur faire visiter. J'aurais dû dire non, mais une partie de moi a accepté. Nous avons parcouru le vignoble. Richard posait des questions intelligentes sur le rendement, la distribution, le chiffre d'affaires. Marc prenait des photos avec son téléphone. Lucas jouait les guides touristiques. Il connaissait le domaine mieux que je ne le pensais. Émilie avait dû tout lui raconter. De retour près de la maison, Richard se tourna vers moi. « Monsieur Martin, je vais être direct. Nous sommes prêts à investir 18 millions, mais nous avons besoin de voir un engagement tangible de la part de la famille. Votre domaine servirait de garantie secondaire. La probabilité qu'on y touche est minime, mais sa présence sur le document envoie un message puissant. Je comprends. La réponse est toujours non. Puis-je vous demander pourquoi ? Parce que cette propriété représente le travail de ma vie et le rêve de ma défunte épouse. Je ne la mettrai pas en jeu. Ce n'est pas un jeu, dit Richard avec patience, comme à un enfant. Nos prévisions de revenus sont prudentes. C'est ce qui se rapproche le plus d'une affaire garantie. Alors vous n'avez pas besoin de mon vignoble. Marc prit la parole. Si, vous voyez, les investisseurs n'achètent pas seulement une entreprise. Ils achètent de la confiance. Si le propre père d'Émilie ne la soutient pas, pourquoi le ferions-nous ? Le sous-entendu flottait dans l'air. « Daniel, s'il te plaît, » enchaîna Lucas, « pense juste à ce que ça signifie pour Émilie. Il s'agit de l'avenir de ta fille. Ma fille a un diplôme de droit et une belle carrière. Son avenir est assuré. Vraiment ?» Le sourire de Richard n'atteignit pas ses yeux. Les cabinets dégraissent. Émilie parlait de démissionner d'ailleurs. Si cet accord ne se fait pas, si vous en êtes la raison, je me demande ce qu'elle en pensera. La menace déguisée en sollicitude. « Je pense que vous devriez partir, messieurs. »« Daniel, » commença Lucas. « Non, j'ai été poli. Ma réponse est non. Le vignoble n'est pas disponible comme garantie. Veuillez quitter ma propriété. » Richard et Marc échangèrent un regard. Puis Richard sortit un dossier de sa veste. « Nous avions anticipé votre réticence. C'est un accord simple. Vous engagez le vignoble comme garantie tertiaire. En échange, nous vous donnons 2% de l'entreprise. Dans 3 ans, vos 2% pourraient valoir 350 000 €, peut-être plus. Je ne veux pas de votre entreprise. Je veux que vous partiez. C'est ta fille qui nous a demandé d'essayer une dernière fois, murmura Lucas. Elle est dans la voiture, Daniel. Elle espère vraiment que tu vas reconsidérer. Je regardai vers le 4x4. Émilie était là, sur le siège passager.
fixant l'horizon. Ma fille, témoin de cette scène, n'était même pas venue me dire bonjour. Ce soir-là, Émilie m'a envoyé un SMS. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié. Ça pourrait tout nous coûter. J'espère que tu es content. » J'ai voulu l'appeler, mais à quoi bon? J'étais le méchant de son histoire. Une semaine plus tard, Sarah est entrée dans mon bureau, l'air inquiet. « Daniel, tu savais que quelqu'un se renseignait en ville sur le vignoble, sur nos finances? Un agent immobilier m'a appelé. » J'ai remercié Sarah et j'ai appelé Maître Dubois. « Ils montent un dossier, dit-elle. Ils veulent savoir si vous êtes vulnérable, s'il y a un angle d'attaque. Daniel, ces gens-là ne vont pas lâcher. Documentez tout. » 2 semaines de calme. J'ai presque commencé à me détendre. Puis Émilie a appelé. « Papa, je dois te demander d'être honnête. Y a-t-il une seule chance que tu reconsidères? Les investisseurs commencent à avoir des doutes. Ils parlent de se retirer. » « Émilie, je ne peux pas. »« Tu sais quoi? C'est bon. Ne nous aide pas. » Mais quand tout ça échouera, quand on aura tout perdu parce que tu as été trop égoïste pour prendre un minuscule risque, je veux que tu te souviennes de cette conversation. Émilie, je te laisse. Lucas est anéanti. Elle a encore raccroché. La réponse est arrivée 3 jours plus tard, par courrier recommandé. Une lettre du cabinet de Richard Lemoine. Émilie et Lucas déposaient une plainte au civil contre moi pour entrave délibérée à une relation commerciale. Ils prétendaient que mon refus sabotait leur projet. C'était de la pure intimidation. Maître Dubois me l'a confirmé. Ils peuvent déposer la plainte qu'ils veulent, ça n'ira nulle part. Mais Daniel, ça va coûter cher de se défendre, et ça va être brutal. Ils vont traîner votre relation devant les tribunaux, vous faire passer pour un père négligent. Quelles sont mes options? Trouver un arrangement, ou vous battre. J'ai pensé à Martine. Je vais me battre. L'affaire a fait les gros titres de la presse locale. Un père refuse de soutenir sa fille et se retrouve poursuivi en justice. L'article me dépeignait comme un vieil homme riche et borné. Émilie a donné une interview, les larmes aux yeux. La fréquentation de notre caveau a chuté. Puis un homme du nom de Robert Jeannot m'a appelé. Un investisseur privé qui suivait la scène tech. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Libourne. « Daniel, je vais être direct. J'ai étudié l'entreprise de votre gendre. C'est une fraude. » J'ai posé ma tasse. « Expliquez-moi. » La technologie qu'ils prétendent avoir, elle n'existe pas. C'est de la poudre aux yeux. Les contrats avec les grands distributeurs, j'ai appelé. Ils n'ont jamais entendu parler d'eux. C'est une arnaque. Si vous leur aviez donné votre domaine, vous l'auriez perdu. J'ai eu froid. Vous avez des preuves? J'ai mes recherches, les documents, les échanges. Je peux les partager avec vous. Mais soyez prudents. Si vous attaquez publiquement, ça pourrait se retourner contre Émilie. Elle est dirigeante. Elle pourrait faire face à des conséquences. J'ai pris son dossier. Je suis rentré chez moi et j'ai tout lu. Il avait raison. Lucas montait une escroquerie. Et ma fille était soit complice, soit une victime. La date du procès a été fixée. Pendant ce temps, le harcèlement a continué. Des appels anonymes, un oiseau mort sur ma terrasse. La gendarmerie n'a rien trouvé. 3 mois avant le procès, Émilie m'a appelé. Sa voix était différente. « Papa, est-ce qu'on peut se voir? Juste toi et moi. » Nous nous sommes retrouvés dans un parc. Émilie avait l'air épuisée. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle, dans le bureau de Lucas. Des dossiers qu'il me cachait. » Elle m'a tendu une clé USB. C'est la preuve que nous avons menti aux investisseurs. Que la technologie ne fonctionne pas. Papa, je ne savais pas. Je te le jure. Lucas m'a montré des démos, de faux contrats. Je l'ai cru. Il m'a manipulé, isolé, m'a fait croire que tu étais le problème alors que tu essayais de me protéger. Ses mains tremblaient. Je les ai prises dans les miennes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je le quitte. J'ai demandé le divorce hier. Et je vais coopérer avec la justice. Je ne veux pas aller en prison. Et la plainte contre moi, je la retire. Papa, je suis tellement désolé. J'ai failli te faire tout perdre. Tu es ma fille. Je le referai sans hésiter. Elle a pleuré.
Je l'ai serré dans mes bras et j'ai su que nous allions nous en sortir. 2 semaines plus tard, la gendarmerie a perquisitionné les bureaux de Lucas. L'autorité des marchés financiers a lancé une enquête. L'affaire s'est délitée. Lucas a fini par plaider coupable de fraude. Il a écopé de 4 ans de prison ferme. Richard et Marc ont pris 3 ans chacun. Émilie n'a pas été inculpée, reconnue comme une victime. Elle a quand même perdu son poste, mais a trouvé du travail dans une association qui aide les victimes de fraude financière. Une sorte de pénitence, disait-elle. Elle est revenue s'installer dans un petit appartement à Libourne. Nous avons recommencé à dîner ensemble 1 fois par semaine. Lentement, nous avons reconstruit notre relation. Le jour de ce qui aurait été le 70e anniversaire de Martine, nous avons marché dans le vignoble. « Maman serait fière de toi », a dit Émilie, « d'avoir protégé cet endroit, de m'avoir protégé, même quand je ne le méritais pas. Tu l'as toujours mérité. » Nous sommes restés là, dans l'air froid de décembre, et j'ai senti la présence de Martine. J'avais gardé notre rêve en sécurité, et notre fille aussi. Aujourd'hui, le temps a passé. Une vie entière, me semble-t-il. Émilie parle de reprendre ses études, peut-être en travail social, pour aider ceux que des gens comme Lucas ont brisés. Elle a changé. La semaine dernière, elle m'a demandé si elle pouvait m'amener quelqu'un, un homme qu'elle fréquente, un professeur de la région. J'ai dit oui, car je lui fais à nouveau confiance. Confiance en son jugement, en sa force, en sa sagesse durement acquise. Assis sur ma terrasse, un verre de notre dernier millésime à la main, je regarde le soleil se coucher et je pense à quel point je suis passé près de tout perdre. Une seule signature aurait suffi. Tenir bon, poser des limites, même quand cela signifiait perdre ma fille pour un temps, a été la chose la plus difficile et la plus importante que j'ai jamais faite. Martine aurait compris. Elle a toujours su qu'il y a des choses pour lesquelles il faut se battre, que la famille ne signifie pas renoncer à tout ce qu'on a construit, que l'amour, parfois, c'est savoir dire non. Les vignes bourgeonnent à nouveau, le printemps finit toujours par arriver. Et cette année, pour la première fois depuis longtemps, je sens que je ne l'affronte plus seul.